On parle de plus en plus d'innovation. Mais de quelle innovation s'agit-il? Celle qui s'affiche dans les salons internationaux, qui promet de tout révolutionner à coups de data, d'IA et de réalité augmentée? Celle qui dépend de ressources rares, de composants complexes, de chaînes logistiques mondialisées? Ou bien une autre, plus discrète, mais tout aussi puissante? Celle qui cherche à faire mieux avec moins. Une innovation qui ne mise pas sur la performance maximale, mais sur la justesse, sur l'adéquation entre un besoin réel et une réponse simple, robuste, durable. Depuis quelques années, une dynamique émerge, portée par des ingénieurs, des makers, des entrepreneurs engagés. Des femmes et des hommes qui conçoivent des solutions utiles, sobres, réparables. Pas de promesses de smart city connectées, pas d'interface bardée d'IA, mais des objets de terrain. Pensés pour durer, pensés pour tous. C'est ça, l'innovation frugale. Et sa sœur jumelle, la low-tech. Deux approches, deux récits qui remettent les pieds sur terre, qui rappellent que le progrès n'est pas un sprint vers l'hypertechnologie, mais une capacité à répondre aux enjeux de notre temps, sobriété, autonomie, circularité, transmission. Et si ces deux formes d'innovation étaient les plus stratégiques aujourd'hui? Pas seulement pour faire face aux crises climatiques, énergétiques ou sociales, mais aussi pour reconstruire de la souveraineté locale, du lien, de l'intelligence collective. Dans cet épisode, on explore ce changement de paradigme. On parle mobilité, mais aussi inclusion, résilience, ancrage territorial. Parce que derrière chaque solution frugale, il y a un collectif qui pense, un artisan qui ajuste, un ingénieur qui simplifie, une citoyenne qui s'approprie. Et si c'était ça, le futur de l'innovation? Cette innovation-là ne brille pas par ses interfaces, mais par son impact. Elle ne cherche pas à créer un besoin, mais à répondre à ceux qui sont là, concrets, urgents. Elle se pense en collectif, se fabrique dans des ateliers ouverts, se transmet librement. Elle nous invite à changer de focale, de l'efficacité brute à l'efficience locale, de l'objet individuel à l'usage partagé, de la technologie fermée à la connaissance libre. Bienvenue dans ce 4e épisode du vidéocast HDFiD. Aujourd'hui, on entre dans l'ère de la frugalité choisie, direction la low-tech en mouvement. Ce sont des objets qu'on ne remarque pas toujours. Ils ne clignotent pas, ils ne se pilotent pas depuis une app, et pourtant, ils nous aident à respirer, à nous déplacer, à réparer. Une roue de vélo qui s'équipe d'un moteur amovible en 1 seconde, un garde-manger qui remplace un frigo, une pompe à eau actionnée par le pied, installée avec des matériaux récupérés, un système d'aération passif dans une maison en terre, un atelier mobile qui enseigne la soudure et l'électronique dans les quartiers. Derrière ces solutions modestes, il y a une ambition immense. Reprendre la main sur nos usages, notre quotidien, notre autonomie. L'innovation frugale, c'est celle qui part de la contrainte, de l'absence de moyens, de l'urgence, du contexte. Elle refuse le gaspillage, repousse l'inutile et mise sur l'essentiel. Elle naît souvent là où les ressources sont rares, mais l'intelligence collective, abondante. Elle privilégie le local au lointain, l'adaptation aux standards, l'ingéniosité à la débauche de puissance. À ses côtés, les low-tech s'imposent comme une boussole, une manière de réconcilier technologie et durabilité. De penser non pas pour produire plus, mais pour produire mieux. Ce sont des objets qu'on peut comprendre, démonter, réparer, transmettre. Pas des boîtes noires, mais des leviers d'autonomie. Des solutions que l'on partage, que l'on adapte, qui se transmettent d'un territoire à l'autre, d'une main à l'autre. Ce sont aussi des gestes. Chauffer l'eau au soleil, composter localement, fabriquer une éolienne à partir de pièces de récupération. Ce sont des réseaux, des ateliers d'autoréparation, des lieux de transmission, des plateformes libres. Ce sont des imaginaires, celui d'une innovation accessible, reproductible, soutenable. Elle nous rappelle qu'innover, ce n'est pas toujours créer du neuf. C'est parfois redécouvrir, transmettre, améliorer. C'est penser le cycle, le lien, la résilience. C'est faire place à la sobriété, non comme un renoncement, mais comme une puissance tranquille. Ensemble, innovation frugale et low-tech dessinent un autre visage de la modernité. Moins spectaculaire, mais plus pérenne. Moins rentable à court terme, mais infiniment plus soutenable. Dans les Hauts-de-France, ce mouvement prend forme. Dans des ateliers de quartier, des coopératives, des start-up à mission,
Dans les tiers-lieux, les campagnes, les friches reconverties en espaces de création. Ici, on bricole, on prototype, on documente, on partage les plans, on fabrique à plusieurs, on cherche le juste niveau de complexité. Pas pour revenir en arrière, mais pour choisir enfin la bonne direction. Dans cet épisode, nous irons à la rencontre de ces artisans du progrès sobre, celles et ceux qui montrent qu'on peut avancer sans s'épuiser, que l'innovation, parfois, commence par le dépouillement, et que pour aller loin, il faut peut-être simplement alléger. L'histoire des low-tech et de l'innovation frugale ne commence pas avec une invention spectaculaire, mais avec un basculement culturel profond. Dès la fin des années 60, alors que le monde industriel connaît un essor fulgurant, quelques penseurs pionniers alertent sur les limites physiques, sociales et philosophiques de la croissance. En 1967, Lewis Mumford, historien et sociologue américain, publie Le mythe de la machine. Il y critique la méga-machine, cette organisation sociale où la technologie combinée à la bureaucratie engendre un pouvoir centralisé déshumanisant. Il distingue les techniques démocratiques, à échelle humaine, intégrées à la vie sociale, des techniques autoritaires, imposées et souvent destructrices. Pour Mumford, l'innovation doit être libératrice, non aliénante. En 1972, le Club de Rome publie The Limits to Growth, le rapport Meadows. Réalisé par une équipe du MIT dirigée par Dennis et Donella Meadows, cette étude modélise pour la première fois les conséquences de la croissance économique exponentielle dans un monde fini. Elle montre que sans changement structurel, l'effondrement est plausible à l'échelle d'un siècle. Cette publication marque le début d'une conscience écologique planétaire. En 1973, E.F. Schumacher, économiste britannique ayant conseillé le gouvernement indien, publie « Small is Beautiful ». Il y défend une économie fondée sur des technologies intermédiaires, simples, accessibles, réparables. Il remet en question le culte de la productivité et plaide pour une technologie à visage humain, adaptée aux contextes locaux. Il pose une question restée essentielle. Une technologie est-elle bénéfique si elle dépossède ceux qu'elle prétend servir ? En parallèle, Ivan Illich, philosophe austro-mexicain, publie La convivialité. Il y introduit le concept d'outil convivial, une technologie compréhensible, modifiable, transmissible. Pour Illich, une société libre est celle où les outils sont au service de la liberté de choix, non de la dépendance. Il dénonce les effets pervers de la médicalisation, de la scolarisation de masse et de l'industrialisation des transports. Dans les années 50, en France, Jacques Ellul alerte sur l'autonomie du fait technique. Selon lui, chaque innovation appelle la suivante dans une logique de fuite en avant. Dans le système technicien, il analyse comment la technique se développe selon sa propre logique, souvent indépendante des choix démocratiques. Sa pensée influencera fortement la critique contemporaine de la société technologique. Ses textes fondateurs forment un socle commun. Refus de la complexité non maîtrisée, critique du consumérisme technologique, appel à l'autonomie, à la sobriété, à la soutenabilité. Dans les décennies suivantes, leurs idées essaiment dans les pratiques. En agriculture, avec la permaculture, dans l'habitat, avec les maisons bioclimatiques, dans l'énergie, avec l'autonomie solaire, dans l'éducation, avec les pédagogies manuelles et actives. Leur influence dépasse les frontières. En Inde, la notion de jugad, improvisation ingénieuse face à la contrainte, devient emblématique d'une innovation frugale entrée dans le quotidien. Un réfrigérateur d'argile, un purificateur d'eau fabriqué à partir de matériaux recyclés, une pompe actionnée au pied. Cette culture de l'ingéniosité se retrouve dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne, en Amérique latine ou dans les milieux populaires d'Occident. Dans les années 2000-2010, les crises écologiques, énergétiques et économiques ravivent ces pensées. En France, Philippe Biwix publie L'âge des low-tech 2014 et le Low-Tech Fab naît en 2015. La démarche se structure articulée autour de 3 piliers. Utilité, répondre à un besoin fondamental. Accessibilité, être compréhensible, partageable, reproductible. Durabilité, être réparable, sobre, conçu pour durer. Ces principes sont mis en œuvre dans des projets concrets. Le Rocket Stove, un poêle à bois hyper efficace et économe en énergie. La marmite norvégienne, une caisse isolante qui maintient la cuisson sans apport d'énergie. Les kits d'électrification amovibles pour vélo, comme Vebo, une réponse à la mobilité durable accessible. Les serres semi-enterrées, le séchage solaire,
la filtration d'eau par gravité, autant de systèmes techniques à la fois simples, puissants et reproductibles. Loin d'être rétrogrades, ces objets incarnent une modernité lucide. Ils traduisent un changement de paradigme, une technologie à visage humain, conçue pour durer, pour être comprise et pour répondre à la réalité des usages, pas à des effets de mode ou de marché. Et si ces outils, loin d'être marginaux, portaient les germes d'un nouvel imaginaire collectif, une technologie réappropriée, pensée pour les usages réels, une technologie à la mesure de nos défis contemporains. Ce n'est donc pas une simple critique de la technologie, c'est un appel à sa redéfinition, à repenser ce que nous considérons comme de l'innovation. Car si innover signifie réellement répondre à un besoin, pourquoi tant d'efforts sont-ils encore consacrés à des dispositifs de plus en plus opaques, énergivores ou inaccessibles? Le défi des prochaines décennies ne sera pas tant de produire plus, mais de maintenir des conditions de vie désirables avec moins. Moins de ressources, moins d'énergie, mais plus de liens, plus de maîtrise, plus de sens. La low-tech et l'innovation frugale ne sont pas des options marginales. Elles pourraient devenir les seules stratégies viables dans un monde en dépassement de seuil. Et c'est sans doute ce qui explique l'engouement croissant des ingénieurs, des designers, des artisans, des coopératives, des territoires, une envie d'aligner enfin les techniques avec les valeurs, d'imaginer des futurs désirables, ancrés, sobres, mais profondément modernes. C'est cette grille de lecture que nous allons maintenant interroger avec ceux qui, sur le terrain, la mettent en œuvre chaque jour. Parmi eux, Benjamin Dufossé. Il est enseignant en innovation et ingénierie low-tech à l'école d'ingénieurs Junia, située à Lille. C'est un observateur attentif de ces transitions techniques et culturelles. Dans ses travaux, il explore les conditions concrètes d'un basculement vers une ingénierie frugale et low-tech. Quels sont les obstacles, les leviers, les ressources? En quoi ces démarches transforment-elles les pratiques des concepteurs, des usagers, des collectivités? À ses yeux, il ne suffit pas d'ajuster les technologies. Il faut réapprendre à en questionner le sens, à construire collectivement des cadres pour concevoir autrement. Il sera notre guide dans les 2 prochains chapitres. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Benjamin, vous avez étudié l'histoire et la philosophie des sciences, puis vous avez travaillé dans divers secteurs avant de devenir formateur. Vous n'aviez cependant pas étanché votre soif de connaissances puisque vous êtes lancé dans un doctorat en sociologie de l'innovation que vous consacrez à la low-tech. Oui. Vous enseignez également à l'école d'ingénieurs Junia à Lille et vous venez de créer le village low-tech, un jeu pédagogique sur ce qui semble être donc votre sujet favori. Première question pour vous, c'est plutôt la low-tech ou les low-tech ? C'est une bonne question. En fait, quand on va parler des low-tech, on va parler souvent des objets low-tech, mais sinon, on parle plus généralement de la low-tech, voire certaines personnes disent le low-tech, c'est pas très normé. Donc la low-tech pour parler de la démarche low-tech. Est-ce que vous mettez un signe égal entre low-tech et innovation frugale ? Non. Non. Alors, en fait, l'innovation frugale, c'est la volonté de concevoir en limitant au maximum les ressources employées, en vraiment restreignant l'impact que va avoir l'innovation sur l'écosystème. La low-tech, ça serait un sous-genre d'innovation frugale qui est plus politisé, c'est-à-dire qu'il va questionner le rapport entre l'homme et la technique et questionner avant tout l'utilité. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui distinguerait fondamentalement une démarche low-tech d'une démarche technologique classique, peut-être ? Dans la démarche low-tech, on va dire que ça ne va pas être les mêmes indicateurs de performance. Pour une démarche de conception classique, le but de l'ingénieur, ça va être d'optimiser pour diminuer les coûts, pour faire en sorte que les objets soient avec un meilleur rendement. Or, dans la low-tech, on s'intéresse moins au rendement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'objets low-tech qui sont finalement, quand on les regarde d'un point de vue strictement de l'ingénierie, ils fonctionnent peut-être moins bien que des objets classiques. En revanche, les indicateurs de performance, ça va être leur utilité sociale, mais surtout leur impact environnemental et leur consommation de ressources. Donc voilà, dans la conception, on est vraiment sur 2 KPI, si je peux dire, différents. Alors, c'est pas une histoire de compétences ou de formation, c'est une histoire de posture. L'ingénieur qui fait de la low-tech, c'est la posture qu'il adopte en amont. Oui, puisque finalement, quand on regarde un peu le mouvement low-tech, on a il est
pas mal porté quand même par des ingénieurs en France, donc ils sortent des mêmes sérails, donc les mêmes écoles, mais en revanche, beaucoup vont bifurquer, ou en tout cas avoir un moment dans leur vie avec une prise de conscience écologique forte qui va faire en sorte que leurs valeurs vont s'orienter vers la low-tech, mais in fine, au niveau des compétences, c'est bien les mêmes. Et les racines de cette philosophie low-tech, elles sont culturelles, elles sont politiques aussi. Et est-ce qu'elles sont anciennes ? Oui, les racines culturelles de la low-tech sont assez anciennes, comme ça a déjà pu être dit dans cet épisode. Pourquoi ? Parce que ça date à peu près des mouvements écologistes des années 70. Ça, c'est pour le volet vraiment écologique. Mais aussi, c'est à rapprocher du mouvement maker, qui naît dans les années 90, avec des gens qui vont traîner dans les Fab Labs, qui vont s'échanger des tutos sur Internet. Et vraiment, le mouvement low-tech, il puise là-dedans, du côté des autonomistes, parfois des survivalistes. Il y a des collapsologues aussi dans le mouvement low-tech, donc c'est assez disparate, ce réseau. Mais culturellement, ce qui réunit, c'est le faire, donc vraiment le fait de fabriquer et de déconstruire, on va dire, le rapport à la technique. Et si ce mouvement prend de l'ampleur aujourd'hui, c'est par rapport à l'urgence climatique, tout simplement ? Est-ce qu'il y avait des enseignants comme vous en low-tech il y a 20 ans ? Non, ça portait pas ce nom-là. Il faut voir aussi que la low-tech, c'est un mot marketing. Hein. Donc peut-être qu'il y avait de la conception durable ou en tout cas de l'éco-conception, ce qui est assez proche, mais pas isométrique, si je puis dire. Ce qui a favorisé vraiment l'émergence du mouvement low-tech actuellement, c'est les bons porte-parole. Donc le Low-Tech Lab, d'une part, avec l'aventure de Corentin de Châtel-Perron qui fait le tour du monde, qui passe chez Thierry Ardisson à l'époque, hein, c'est déjà il y a 10 ans, et qui commence à faire parler de ses aventures. Ça, d'un côté. Et de l'autre, le livre de Philippe Biwix, L'âge des low-tech, qui apporte un côté un peu plus institutionnel et qui permet vraiment de faire du low-tech presque un buzzword. Alors, j'aime pas trop l'idée, mais on en est là quand même, il y a une volonté marketing derrière. On comprend bien l'idée. Est-ce que, pour rentrer dans la matière, vous pourriez nous donner un exemple concret d'un projet qui incarne peut-être pleinement cette logique low-tech ? Alors, je vais vous donner 2 projets en exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est assez connu, c'est Néoloco, c'est le boulanger solaire. Donc, c'est Arnaud Créteau, c'est le premier boulanger solaire d'Europe, qui a monté une boulangerie qui fonctionne avec des miroirs et il fait tout son pain au solaire. Alors, il a dû on imagine bien, il est en Normandie, donc il a dû repenser sa manière de produire. Il ne produit pas du pain tous les jours. Et il fait de la torréfaction une bonne partie de l'année, ce qui lui permet de mieux calibrer son activité. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, eh bien, c'est plutôt les communautés autour du poêle de masse, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement, notamment avec l'association Oxalibre, qui est une association en Savoie qui met des plans en open source pour que les gens puissent construire et auto-construire leur poêle de masse. Alors, le poêle de masse, je le précise, c'est un poêle à haut rendement qui va mieux brûler le bois et donc limiter la consommation de bois avec un système de chauffage différent. Est-ce que quand on se lance dans un projet low-tech, on doit forcément placer une limite à son ambition technologique ou son ambition de sophistication ? Oui, il y a 2 points. En fait, il y a le rapport au vernis de surface de la technique quand on conçoit un objet, c'est-à-dire est-ce qu'un frigo connecté apporte vraiment une plus-value à l'usager par rapport à un frigo classique ? Le fait qu'ils mettent la météo, qu'ils nous disent ce qui reste dans le frigo. Bon, voilà, c'est un peu superflu. Hein. On a des objets comme les gourdes connectées, quand on y réfléchit, un peu bizarre quand même. Des gourdes pour boire de l'eau ? Oui, vraiment une gourde connectée qui va vous dire quand boire de l'eau sur votre téléphone. Donc ça, c'est des objets qui existent. S'ils existent, ça veut dire qu'il y a des designers qui ont travaillé dessus et des ingénieurs qui se sont dit « Tiens, c'est une bonne idée par rapport à une solution. » Donc, moi, je pense que le tout technologique là-dedans n'est pas forcément une plus-value pour l'usager, ou en tout cas, il est à remettre dans les limites planétaires. Alors, vous parlez peut-être des exemples un peu extrêmes de la technologie connectée, là. Est-ce qu'on peut faire le même parallèle avec peut-être un usage trop radical de la low-tech ? Est-ce que ça peut exister aujourd'hui ? Alors, le piège de la low-tech, c'est le dogmatisme. En gros, c'est de se dire je vais forcément concevoir un objet qui est plus sobre avant de questionner le besoin. Ça sert à rien de faire un objet low-tech pour
contribuer à un besoin qui est inexistant, ou en tout cas de remplacer par un objet low-tech qui viendrait s'ajouter comme une nouvelle technologie, là où le besoin est déjà pourvu de manière efficace. Donc voilà, le risque quand on se lance dans la low-tech, c'est toujours le même, comme dans l'ingénierie classique, c'est de créer un besoin qui est inexistant ou alors de mal analyser le besoin et par dogmatisme. Alors vous évoquez l'essor de cette approche. Est-ce que le fait qu'il y ait une multiplication des projets, peut-être du coup des documentations qui sont liées, de la mutualisation, de la réplicabilité, c'est un mouvement qui est en croissance exponentielle? J'irais pas Est-ce qu'il jusque-là. s'auto-nourrit? C'est un peu tôt pour le dire, je pense, au niveau de la diffusion. Quand on regarde, on parle beaucoup de low-tech dans les discours. Hein. D'ailleurs, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'en parler. Mais combien de personnes concrètement utilisent les low-tech au quotidien? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que moi je les utilise? Je vais du papier. Voilà, voilà. On va être concret. Il n'y a pas encore de diffusion exponentielle des low-tech. Je préfère parler de pré-diffusion. On est au moment où les gens se posent des questions, ils conçoivent. Donc il y a beaucoup de conception et beaucoup de personnes qui testent, ce qui nécessite de mettre les connaissances à disposition justement sur des plateformes qui vont favoriser la réplicabilité et aussi vont permettre aux personnes de tester en disant « Attends, là, ton poêle de masse, il a un défaut. En fait, il faut le faire comme ça. » Je pense qu'on est encore dans la phase de conception. Vraiment, tout n'est pas encore totalement posé. Selon vous, est-ce qu'il y a des secteurs économiques qui sont plus propices à l'émergence des low-tech? Oui, je pense à deux secteurs en particulier qui sont en train de se transformer, en tout cas de voir naître des petites industries ou des petites entreprises low-tech. Le premier, c'est le secteur du transport, avec la logistique vélo. Voilà, c'est des choses qui sont apparues, on va dire, les 5-10 dernières années. Donc, plateforme de logistique en ville à vélo. Et le deuxième secteur, c'est celui du bâtiment, parce que le premier besoin que vont éprouver les gens, ça va être celui de lutter soit contre les fortes chaleurs, soit contre le froid. Et donc, une nécessité de mieux isoler, ou en tout cas de mieux se protéger, et possibilité de redécouvrir des savoirs qu'on va qualifier de vernaculaires, c'est-à-dire des technologies anciennes et des manières anciennes de se protéger. Donc là, c'est deux secteurs sur lesquels je vois plein d'initiatives se développer. Donc, ces deux secteurs qui concernent aussi le secteur public institutionnel, ça veut dire que la low-tech arrive à toucher les élus, les décideurs politiques? Faut souligner le rôle prépondérant de l'ADEME dans le fait de porter la démarche low-tech. Hein. C'est un peu les premiers à avoir écrit ce qu'on appelle de la littérature grise sur le sujet, donc faire des rapports. Et ensuite, au niveau des territoires, on en parlera après, mais Roubaix, par exemple, vient de lancer un programme sur la low-tech suite à son programme sur le zéro déchet. Donc on a quelques communes, quelques territoires qui sont pour l'instant en position d'avant-garde sur le sujet, d'où l'intérêt de l'innovation publique, pour répondre à votre question. Alors on est ici dans les Hauts-de-France et même, pour être plus précis, à proximité d'un lieu qu'accueillait la Maker Faire, un grand événement consacré un peu à la low-tech. Au make. Au maker. Au make, on dit? Le make, c'est le résultat du maker. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, selon vous, il y a une spécificité de notre région, des Hauts-de-France, dans sa manière d'aborder la low-tech peut-être? Non, je vais être transparent. Je pense que la région est un peu en retard sur le sujet par rapport, alors pas non plus à la Bourg, hein, mais par rapport à d'autres régions comme la Bretagne, qui sont vraiment les personnes qui ont fait émerger le Low-Tech Lab, qui ont fait émerger plein d'initiatives. La Savoie et la Normandie, qui ont participé à plusieurs appels à projets de l'ADEME. Mais là, ça commence à prendre au niveau des Hauts-de-France, justement avec les initiatives portées par la ville de Roubaix. Est-ce que la low-tech porte intrinsèquement en elle une logique locale de mutualisation à un niveau local de territoire limité? Oui, par définition. En fait, il y a un mot que je n'ai pas utilisé depuis le début, c'est celui de décroissance, hein, mais il est vraiment sous-jacent dans la philosophie low-tech. Et donc, dès qu'on parle de décroissance, on parle d'une échelle plutôt locale de coopération et de réseau. En revanche, la low-tech, c'est pas trop un truc normalement de survivaliste. C'est-à-dire que
C'est pas pour innover, pour survivre tout seul dans son coin, c'est bien penser en coopération. D'où la nécessité qu'à un moment, les décideurs publics s'emparent du sujet pour poser les bases de cette coopération. Alors, on a déjà donné pas mal d'enthousiasme, d'envie, mais si on devait s'adresser, si vous deviez vous adresser à un entrepreneur qui est intéressé par cette démarche, ce serait quoi la première étape ? La première étape, c'est de ne rien faire et c'est d'aller plutôt voir les gens qui sont déjà passés par les problématiques de la low-tech. Donc, c'est d'aller rencontrer, je peux citer des personnes peut-être, d'aller rencontrer les gens du réseau AFPMA, c'est l'Association française des poêles de masse, par exemple, qui ont pensé un peu leur dynamique autour de la low-tech. Aller se rendre sur le Discord du Low-Tech Lab qui réunit 500 personnes en France qui se posent des questions sur leur cheminement low-tech, sur leur changement aussi vis-à-vis du modèle économique. Il y a des choses, parfois, on a plein de valeurs et on n'arrive pas à les mettre en place puisque ça ne tient pas au niveau financier. Donc, la réalité financière, il faut aussi s'y heurter. Donc voilà, faire ce qu'on appelle un low-tech tour. Aller rencontrer des gens qui sont passés par ce chemin pour voir comment on positionne son propre projet. Et par opposition, ce serait quoi les freins pour entamer cette démarche ? Les freins au déploiement de la démarche low-tech, premièrement, il y a une problématique de reconnaissance puisqu'elle est souvent assimilée à du bricolage. Donc certains ingés purs et durs disent « ouais, non, mais ça, c'est pas de l'ingénierie ». Mais ce côté bricolage, il a été favorisé par le fait que on diffuse très rapidement des tutoriels sur des objets qui n'étaient pas totalement aboutis, mais dans le but que les gens puissent s'en saisir. Et donc, le deuxième frein, mais ça va finir par passer, c'est justement la normalisation et la législation autour de la low-tech. Donc, plus la filière va se professionnaliser, plus des normes vont se poser sur qu'est-ce qui fait qu'un objet est plus ou moins low-tech et qu'est-ce qui fait qu'on a le droit de le bâtir chez soi, puisque quand on fait de l'autoconstruction, malheureusement, il peut y avoir plein de problématiques au niveau des assurances. Voilà. Donc, deuxième frein à lever, c'est s'établir presque en lobby pour pousser l'établissement de normes au niveau national. Et est-ce que ça peut passer par des nouveaux cursus, des filières de formation ? Oui, alors les écoles d'ingé, je vais parler pour ce que je connais, sont en train de se saisir du sujet. Ça a pris du temps et il y a une forme de lobbying aussi à l'intérieur des écoles d'ingé, mais on voit naître des cursus autour de la low-tech. Alors, pour ce qui est de la métropole lilloise, je vais parler des écoles comme la mienne, Junia, comme Centrale Lille, l'ICAM ou encore Polytech, qui se saisissent du sujet. Et sinon, au niveau national, la première école à avoir affiché un cursus ingénierie low-tech, c'est Centrale Nantes, et ça permet du coup de donner de la visibilité, de la légitimité au sujet. Pour terminer, Benjamin, si on devait imaginer l'innovation low-tech de demain, on va faire un peu de design fiction pour faire écho à un autre épisode de cette série. À quoi pourrait ressembler une entreprise low-tech ou dite low-tech dans 10, 20, 30 ans ? Alors imaginons qu'on est en 2050, essayons de rêver un peu. L'entreprise low-tech, déjà, elle ne cherche pas à grossir de manière locale, c'est-à-dire qu'elle va s'organiser sous la forme d'une archipel. C'est un mot qu'on utilise beaucoup dans les low-tech. Le principe de l'archipel, c'est d'avoir des relais locaux qui vont répondre à des besoins locaux. Et en termes d'organisation, cette entreprise, elle va être structurée de manière à ce que ces relais locaux soient autonomes dans leur gestion. Donc on est presque assez proche de la philosophie anarchiste dans le développement de l'entreprise, plutôt que d'avoir un modèle qui est centralisé et qui cherche à grossir de manière centralisée. Ensuite, l'entreprise low-tech, elle fait appel à beaucoup de main-d'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il faut remplacer des robots, et donc elle s'appuie véritablement sur la volonté d'embaucher beaucoup, ce qui nécessite donc du coup un meilleur partage peut-être de la richesse, puisque les salaires vont être plus bas si on a plus de personnes. Mais ça permet de repenser le rapport au travail et repenser le rapport à la technique. Mais là, on est en 2050, donc je me permets de rêver un peu. Merci beaucoup pour cette immersion dans la low-tech, Benjamin Dufossé. Merci Mathieu. Visualiser un territoire où les objets ne sont pas jetés, mais transformés, où les ateliers sont ouverts à tous,
où l'énergie est partagée, où l'innovation ne se cache pas dans des circuits imprimés, mais dans des systèmes simples, ouverts, robustes. Ce territoire existe. Il s'expérimente ici, dans les Hauts-de-France, dans une ancienne friche industrielle de Roubaix, dans une école de design de Valenciennes, dans une coopérative rurale à l'est d'Arras. Partout, des acteurs basculent vers une autre manière de produire, de concevoir, de transmettre. À l'origine, il y a souvent une contrainte, un budget réduit, une infrastructure vieillissante, une dépendance à des technologies trop complexes. Et puis une prise de conscience. Et si la solution n'était pas dans le plus, mais dans le moins, dans le juste, dans le commun? Un exemple concret de cette dynamique est porté par l'Atelier Paysan. Cette coopérative d'intérêt collectif accompagne depuis plus de 10 ans des agriculteurs dans l'autoconstruction d'outils agricoles. Leur objectif, redonner aux producteurs les moyens de concevoir leurs équipements, adaptés à leurs besoins et réparables localement. À travers des formations, des plans open source et une communauté active, ils réinventent un artisanat productif, durable et accessible. Autre initiative emblématique, l'association Low-Tech Lab, qui documente et diffuse en libre accès des dizaines de solutions techniques dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'habitat ou de l'agriculture. Leurs expérimentations dans les territoires, notamment à Concarneau et bientôt dans les Hauts-de-France, permettent de tester concrètement ce que pourrait être une vie quotidienne low-tech. Poêle à bois hyper efficient, douche économe, garde-manger passif, système de récupération et de filtration d'eau. Dans ces lieux, chacun peut devenir contributeur. Bricoleur, designer, retraité, agricultrice, étudiant, le savoir circule, les solutions s'adaptent, les prototypes deviennent des standards partagés. Dans les Hauts-de-France, cette dynamique est soutenue par des réseaux comme l'Atelier Paysan, le Low-Tech Lab ou des incubateurs coopératifs. Des formations naissent, des politiques publiques s'ajustent, des élus visitent, s'enthousiasment, s'interrogent. Car ici, la low-tech n'est pas une esthétique, c'est une réponse à la précarité énergétique, à la dépendance industrielle, à l'urgence climatique. C'est un récit qui se tisse à partir des contraintes, mais qui débouche sur des possibilités inédites. Et si cette transformation n'était pas marginale, si elle préfigurait ce que pourrait devenir une innovation réellement soutenable? C'est cette trajectoire que nous allons poursuivre en explorant un point de bascule essentiel, celui où une idée, parfois simple, souvent contextuelle, devient projet, où le constat mène à l'expérimentation, où l'intuition rencontre les matériaux, les outils, les partenaires, les contraintes du terrain. C'est là que naît la transformation réelle. Nous allons découvrir ce cheminement à travers l'histoire de Vincent Abar, un entrepreneur de terrain, un inventeur citoyen qui a décidé de réconcilier mobilité et frugalité, une roue motorisée, un vélo transformé, et derrière, toute une vision de la technologie, accessible, modulable, locale, robuste. Un projet qui ne cherche pas à remplacer le vélo, mais à le renforcer, qui ne promet pas de révolution numérique, mais une solution sobre, partagée, durable. Son parcours nous montre comment l'idée de faire avec moins peut devenir une réalité d'usage, une proposition de valeur, un levier de résilience. Pour cela, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Encore faut-il l'ancrer dans un territoire, la confronter aux besoins réels, aux contraintes logistiques, aux attentes des usagers. Ce passage de l'idée au prototype, puis du prototype à l'usage partagé, est au cœur de la démarche low-tech. Dans cette transformation, plusieurs éléments clés émergent. L'obsession de la simplicité fonctionnelle, la possibilité de maintenance en circuit court et surtout l'implication des futurs utilisateurs dès les premières étapes. C'est cette dynamique qui transforme un objet technique en solution appropriée. Chez Vincent, cette vision s'est traduite par des choix forts. Produire localement, utiliser un maximum de composants de réemploi, s'appuyer sur un réseau d'ateliers vélo solidaires. L'impact ? Une solution robuste, adaptable à 90% des vélos existants, installable en 1 seconde, sans abonnement, sans application. Une vraie réponse à la fracture technologique et à la précarité énergétique. Mais son approche va au-delà du produit. Elle intègre la question du coût, du SAV, de l'évolutivité. Elle propose un modèle redistributif, un moteur pour plusieurs vélos, une autonomie énergétique pour des zones peu équipées, une logique d'usage partagée.
C'est en cela que son parcours incarne pleinement l'esprit de la transformation low-tech. Partir d'un besoin local, trouver une solution frugale et bâtir un système d'acteurs autour. Un récit d'ingénierie citoyenne, au croisement de la technique, du social et de l'environnemental. Dans le chapitre suivant, nous reviendrons avec lui sur ce passage délicat mais décisif, celui qui relie le pourquoi au comment, le récit d'une transformation pensée, puis construite, dans un écosystème bien réel, celui des Hauts-de-France. Un entrepreneur de terrain, un inventeur citoyen qui a décidé de réconcilier mobilité et frugalité. Une roue motorisée, un vélo transformé et derrière, toute une vision de la technologie. Bonjour Vincent Habart. Bonjour. Vincent, vous avez créé Vebo, une solution qui va offrir une avancée immense aux cyclistes un peu comme moi, qui n'ont pas une super condition physique, moins transpirés, grâce à un système de moteur amovible que vous avez apporté et qui transforme n'importe quel vélo en vélo à assistance électrique. D'où vient l'inspiration initiale? Quelle est la genèse de Vebo? Il y a quelques années, moi je m'intéressais beaucoup à la mobilité, à son impact environnemental, à la charge carbone que fait peser sur nous la mobilité. Et j'étais ravi de voir de plus en plus de gens passer au vélo et s'acheter un vélo électrique. Par contre, ce que j'avais pas compris tout de suite, c'est qu'ils jetaient leur ancien vélo musculaire pour acheter un vélo électrique. C'était le cas de beaucoup, en fait. Et on retrouvait des centaines de milliers de vélos en déchetterie ou pas loin, ou abandonnés dans les garages. Et quand on regarde précisément ce qui fait la différence entre un vélo musculaire et un vélo électrique, il n'y a pas grand-chose qui change, en fait. Et donc, j'ai commencé à réfléchir au moyen d'électrifier le plus simplement possible, avec le moins de ressources, un vélo traditionnel pour ne pas avoir besoin de le remplacer. Donc au départ, c'est à la fois un constat personnel, mais corroboré aussi par des chiffres. Est-ce qu'il y a une étude de marché qui est réalisée? Oui. Puis moi, je fonctionne beaucoup en écosystème avec des partenaires. Et en fait, il y a énormément de vélos qui sont collectés dans les déchetteries aussi aujourd'hui, dont on essaie de trouver une seconde vie. Et quand on creuse un peu pour savoir d'où ils viennent, ce sont des vélos qui traînaient dans les garages ou des vélos qui ont été remplacés au moment du passage à l'électrique. Donc au début, c'est un peu du bricolage dans un garage, comme dans les légendes de la tech. À quoi ça ressemble le premier prototype? Alors le premier prototype n'est pas arrivé au début du projet, parce que je suis plus tout jeune, donc j'ai bien compris qu'il fallait que son produit rencontre son marché. Et donc on a commencé par une belle étude de marché en enquêtant auprès de 600 personnes, pour nous assurer que le concept avait un avenir et qu'il plaisait et que des gens étaient prêts à payer pour ça. Et donc, au départ, notre premier prototype, c'était une animation avec une enquête en ligne derrière, en fait. Voilà. Il y a bien sûr eu un prototype technique qui arrivait après. Et là, c'est assez amusant parce qu'au départ, l'idée, c'était de démontrer que le service pouvait être rendu, que c'était fun, que ça fonctionnait bien, sans mettre beaucoup d'énergie, aller vite à la démonstration de faisabilité, en fait. Et les premiers tours de roue ont été faits avec un prototype qui ressemblait à une petite boîte intégrant un moteur qui était serré sur la roue avec de l'impression 3D. Et il n'y avait pas d'intelligence pour piloter l'électronique. Et donc, c'est un copain qui s'appelle Nicolas, coucou Nicolas, qui, avec sa radiocommande de modéliste, me pilotait à distance, moi, sur mon vélo. Donc, l'automatisation, le démarrage du moteur se faisait avec quelqu'un qui me regardait sur le parking, me regardait monter, me regardait descendre et donnait plus ou moins de jus. Juste pour vérifier que techniquement, c'était faisable et qu'on avait assez d'entraînement pour électrifier un vélo musculaire. Est-ce qu'il y a eu des chutes au début? Alors, il n'y a pas eu de chute au début, il y a eu des chutes après quand on a poussé un peu dans ses retranchements le système, parce que le Vebo se clipse en 1 seconde sur le vélo, dès lors qu'on a installé un petit arceau en inox, et il fallait vraiment s'assurer qu'il n'allait pas tomber. Et donc, on a fait un peu les méchants au début. On est passé dans des chemins alors que c'est pas fait pour ça, pour vérifier, descendre des escaliers, etc., etc. Et j'ai fait quelques chutes à ce moment-là. Dès le départ, vous vouliez intégrer la philosophie, entre guillemets, les valeurs de la low-tech. Il y a une éco-conception derrière ce produit? Oui, alors ce qui est très intéressant, important pour nous aussi, c'est de consommer le moins de ressources possible, puisqu'on sait que ça se raréfie de partout. De faire en sorte aussi que ce soit le plus durable possible, donc le plus facile à réparer, et de répondre aux besoins et de pas chercher à créer du gadget. Voilà. Donc on a un produit qui fait ce pourquoi on l'a acheté, c'est-à-dire on prend un vélo musculaire, on l'ajoute, ça devient un vélo électrique.
avec une interface ultra simple. Il y a 2 boutons et quelques LED. Il n'y a pas d'afficheur, il n'y a pas d'afficheur déporté. Il n'y a aucun capteur à mettre sur le vélo. Il n'y a pas de fil qui se balade. Tout est dans le boîtier. C'est vraiment très simple. Il n'y a que 16 pièces pour fabriquer le boîtier et son support. Donc, si je compte pas la visserie, ça fait 16 pièces. C'est dérisoire, en fait. Et on a poussé la conception jusqu'à faire en sorte qu'avec un seul outil, une fameuse clé qu'on a dans ces tiroirs, là, le petit outil Ikea qui traîne là, eh bien, vous puissiez tout démonter. Donc, toutes les vis ont la même empreinte pour que vous puissiez démonter. On a choisi des matériaux très durables. C'est aluminium d'un côté, inox de l'autre. Et il y a pas mal de matières premières qui sont issues de réemploi. Donc, qui sont des chutes d'industriels que l'on va collecter pour les façonner à nos besoins et en faire le produit. Donc, il est conçu pour durer très, très longtemps, être très facilement réparable par l'usager lui-même et extrêmement robuste. On a poussé le vice, là, il y a 2-3 mois, de faire des tests de chute à grande vitesse, comme si on l'éjectait de son vélo en le sortant de sa sacoche et en le faisant tomber par terre à 25 km/h. On l'a fait plusieurs fois, bien pas de problème. Vous le ramassez, vous le remettez, vous partez, il tient le choc. Alors que les produits concurrents qu'on a pu tester, eh bien, vous faites ça une fois. Et puis après, vous le mettez dans votre étagère parce qu'il ne marche plus, en fait. Un iPhone qui tombe de 20 cm ne marche plus en général. Voilà. Donc là, c'est un moteur. Ce n'est pas un gadget qu'on installe sur un vélo. C'est un moteur. Ça a la robustesse d'un moteur. Vous l'installez. Alors, ça fait 3 kilos. Ça fait 3 kilos notamment parce qu'il y a la protection qui permet de le garder très longtemps. Je suis convaincu qu'on le transmettra à ses petits-enfants. Voilà, ça fait partie des choses qui sont dans le modèle. Donc, nous, on le commercialise. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour le garantir 20 ans, mais on l'a conçu pour qu'il soit garanti 20 ans. Conçu aussi et assemblé dans la région. Oui, alors, on a un atelier d'assemblage à Roubaix. On sort 400 pièces là, en novembre pour démarrer notre production. Et l'essentiel de nos fournisseurs se situe à 300 km autour de la métropole de Lille. Après, on a aussi une antenne très vivace à Nantes, puisqu'on est sur 2 sites. Mais l'assemblage se fait ici à Roubaix. Un concentré de savoir-faire régional. Parlons maintenant, si vous voulez bien, du côté business. Comment vous avez déjà déployé un peu votre solution. Il y avait un réseau de partenaires qui s'est constitué. Vous en avez parlé un petit peu. Comment est-ce qu'on amalgame comme ça des forces vives autour de soi ? Dans les gènes de l'entreprise, il y a vraiment une dimension collaborative, puisqu'au départ, avant la création de l'entreprise, on a travaillé en coopératif avec jusqu'à 25 personnes qui ont aidé sur la conception, l'électronique, le design, le graphisme, le site web, etc., tout un tas de choses. Ensuite, on a créé l'entreprise entre associés, mais on a gardé ces gènes. Et donc, dans nos recherches de partenaires, il y a beaucoup de partenaires qui, d'habitude, ne travaillent pas avec des acteurs comme nous, mais qui aiment beaucoup la philosophie du produit, du projet, ses ambitions de durabilité, d'efficience, de ne pas gâcher, etc., et qui nous font confiance et qui nous ont rejoints. Donc, il y a un équipementier automobile qui, par exemple, nous fait les arceaux, qui est basé à Roubaix. Donc, il y a plein de belles histoires comme ça à raconter autour de Vebo, où on trouve nos partenaires par cette posture d'ouverture et d'envie de faire ensemble avec moins. J'imagine que le premier retour terrain, ça doit rendre un peu fébrile. Comment ça s'est passé la première fois que Vebo s'est retrouvé sur les routes ? Oui, alors on a fait plusieurs événements publics avec des salons, avec des propositions de le tester. Donc à chaque fois, nous, on est en posture de découverte. Donc on essaie d'en dire le moins possible avant que les gens s'assoient sur le vélo et fassent leur tour pour pas les influencer. Et on les accueille avec leur ressenti. Et c'est à la fois un petit moment d'inquiétude en disant est-ce qu'on va être compris, est-ce que le produit va plaire, et un grand moment de bonheur aussi, parce que les gens arrivent avec le sourire, avec la banane. On s'est rendu compte que c'était très fun, et on a ensuite développé le logiciel embarqué pour accentuer cet effet ludique en fait, du Vebo au quotidien. Il y a eu des ajustements à faire en fonction de ces retours ? Oui. Alors, côté logiciel, on avait plein de pistes à suivre possibles pour donner un comportement différent. Et donc là, on se basait essentiellement sur les ressentis utilisateurs, l'expérience utilisateur. Le côté hardware a peu évolué. Le design mécanique, en fait, a peu évolué, si ce n'est de la robustesse par-ci par-là. Mais ce qui a énormément changé du contact des usagers, c'est l'expérience utilisateur instillée par le comportement du logiciel qui pilote le moteur. D'accord.
On entend à vos propos que c'est de l'ingénierie un peu augmentée, j'entends par là, que vous cherchez un impact aussi technique que culturel quasiment. Alors, c'est vrai que la dimension low-tech, alors pour être très honnête, le terme low-tech, on a hésité à se l'approprier parce que comme il y a de l'électronique dedans, on avait un peu un cliché au départ de le low-tech, c'est forcément avec de la récup et peu de technologie. Ouais. Mais là, notre approche s'inscrit parfaitement dans le low-tech, bien qu'il y ait de la tech, parce que c'est très durable, parce que c'est très réparable et parce que ça répond à un besoin bien précis et qu'il n'y a pas de gadget. Donc là, maintenant, on l'assume pleinement et on est très fiers de ça. Et cette dimension low-tech, cette autre manière d'envisager la consommation, nous, on était très portés par ça, mais on ne s'attendait pas à trouver un public attentif à ça et qui oriente ses choix vers ça, en fait. Donc, ce qui prime avant tout, c'est la durabilité et le fait d'être, quand les gens le voient, quand on démontre en l'ouvrant comment c'est fait, eh bien, les gens sont convaincus que même s'ils ne sont pas de grands bricoleurs, ils vont réussir à le réparer eux-mêmes dans 5 ans. Et donc, on sort du spectre de « j'achète un vélo à 2 000 €, que va-t-il se passer quand la batterie sera à changer ? Est-ce qu'elle va coûter 700 €? Ouais. Nous, on a une batterie qui découle de cette démarche low-tech, c'est-à-dire qu'elle ne fait que 1 kg, là où les vélos, c'est 3-4 kg de lithium. Nous, on a 1 seul kilo et avec ça, on fait 40 km parce qu'on a tout optimisé et qu'on est sur des vélos plus légers qu'un vélo surdimensionné électrique qui doit porter son propre poids. Nous, on est avec 3 kilos, on a tout, en fait. Donc, on séduit aussi des gens qui ont compris qu'il fallait faire très attention à leur acte d'achat parce que ce qu'ils achetaient aujourd'hui doit encore fonctionner dans 10-15 ans. On ne peut plus se permettre de le remplacer tous les 2 ans. Bien d'accord. On va parler un peu du futur, des perspectives, mais avant ça, si vous deviez vous retourner sur votre parcours d'entrepreneur, sur tout ce chemin parcouru électriquement, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez ou des erreurs que vous ne referiez pas? Alors, on a eu beaucoup de travail sur l'intelligence embarquée parce que l'idée, c'était de se passer de tout capteur. Il n'y a aucun capteur sur le vélo, tout est dans le boîtier et pourtant, il sent l'énergie musculaire que vous injectez dans vos coups de pédale, la pente, la difficulté du terrain, etc. Et sur ce point-là, ça aurait été très intéressant pour nous d'aller s'adjoindre à un laboratoire de recherche pour gagner du temps, en fait. Voilà, qu'on n'a pas fait. Et on a cheminé petit à petit jusqu'à avoir le résultat qui, aujourd'hui, est satisfaisant. Mais on aurait probablement gagné du temps en allant chercher un thésard sur ces thématiques-là, plutôt que d'inventer notre façon de faire, en fait. La première intuition, c'est quelle année? À quel moment ça surgit dans votre esprit? En 2021, il y avait une conviction et une première étude de marché, c'était à peu près à cette occasion-là où on n'a pas du tout touché à la techno, on s'est intéressé à la proposition de valeur pour vérifier si ça plairait, en fait. Et avec des résultats qui étaient très intéressants. Et on a... Enfin, voilà, ça fait 4 ans... Bon, c'était hier, 2021, on est en 2025, donc l'avenir proche et lointain, c'est donc une production à Roubaix, là, une mise sur le marché, c'est ça? Oui, donc là, on livre nos premiers clients en novembre de cette année. On en a 400 à livrer et là, les commandes continuent à rentrer pour des livraisons qui reprennent en mars. Et entre les deux, il y a un changement d'outillage industriel qui fait qu'il y a une petite pause. Et après, c'est en flux à partir du mois de mars de l'année prochaine. Donc, c'est basé à Roubaix, notre capacité de production, avec des pistes pour l'extension si les volumes augmentent plus que prévu. Voilà, on est prêt. Bon, eh ben, souhaitons bonne route à Vebo et à vous, Vincent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que nous venons d'entendre n'est pas simplement un témoignage d'entrepreneur, c'est la démonstration d'un principe fondamental. Il est possible d'innover autrement, de créer sans extraire, de transformer sans complexifier, de concevoir sans exclure. Avec Vebo, Vincent Habart ne vend pas un produit, il propose une autre manière d'envisager la mobilité. Une technologie au service d'un usage, un objet pensé pour durer, pour être transmis, réparé, partagé. Chaque moteur Vebo permet d'éviter jusqu'à 90% des matériaux par rapport à un vélo électrique conventionnel. Il se fixe en 1 seconde, se retire tout aussi vite, fonctionne sans écran, sans abonnement,
sans application. Il s'adapte à 90% des vélos existants. Il est conçu, assemblé et maintenu localement avec des pièces reconditionnées dès que possible. Mais derrière ces chiffres, il y a des choix, des partis pris, une posture. Et cette posture, elle résonne avec ce que de plus en plus de citoyens, de collectivités, de territoires cherchent aujourd'hui. Des réponses adaptées, accessible, responsable. Alors bien sûr, la low-tech n'est pas une réponse à tout. Elle n'est ni une nostalgie, ni un refus du progrès. Elle est un cadre, une boussole. Elle invite à poser d'autres questions. À quoi ça sert ? Qui ça aide ? Comment ça dure ? Qui pourra s'en emparer ? Et que deviendra cet objet quand il ne servira plus ? Elle demande du discernement, du temps, de la coopération. Elle replace l'ingénierie dans un rapport éthique au monde. Et elle nous rappelle que la meilleure technologie n'est pas celle qui impressionne, mais celle qui fonctionne là où on en a besoin. Hauts-de-France 2025. Une roue qui tourne, une autre vision qui avance. Avec cet épisode, nous avons franchi un cap. Passé de la pensée à la mise en œuvre, de la critique à la création, du pourquoi au comment. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet aussi décisif que souvent sous-estimé, le financement. Pas le financement spéculatif, pas les levées de fonds à 8 chiffres, mais le financement stratégique, durable, aligné avec le projet que l'on veut porter. Dans les Hauts-de-France, des acteurs comme BPI France, les régions, et de nouveaux fonds souverains se mobilisent pour accompagner autrement, pas à pas, de l'amorçage à l'industrialisation, de l'innovation à la mise sur le marché, avec un impératif, permettre aux startups à impact, aux projets de rupture, aux technologies sobres, d'exister sans renoncer à leurs principes. On découvrira les outils disponibles, les prêts d'amorçage, les diagnostics innovation, les financements deep tech. Mais on ira aussi plus loin. Que signifie lever des fonds quand on veut rester aligné ? Quel rapport au risque, à l'autonomie, à la croissance ? Quelles sont les alternatives à la logique de la course aux capitaux ? Pour en parler, nous accueillerons des entrepreneurs comme Cosimo Prété, fondateur de Crime Science Technology, une GovTech française qui sécurise les documents d'identité dans plus de 30 pays grâce à une technologie optique brevetée. Et une experte des dispositifs d'accompagnement de BPI France dans la région. Car derrière chaque innovation durable, il y a une structure invisible mais essentielle, un cadre de financement. Et dans un monde où l'argent conditionne l'échelle et le tempo, il est temps de se demander comment financer sans se dénaturer ? Comment soutenir l'innovation frugale sans la pousser à l'hypercroissance ? Et si la sobriété était aussi une stratégie économique ? C'est à cette question que répondra l'épisode 5. L'innovation ne se cache pas toujours dans les laboratoires. Elle est parfois sur le pas de notre porte, à condition de savoir la reconnaître et de lui faire de la place.